Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier intitulé « Faire de sa passion son métier, les clés pour y arriver ». L'objectif donc de cet atelier est de vous présenter des parcours d'installation, de création de personnes passionnées qui ont sauté le pas de faire de leur passion leur métier. Et donc je vous propose un temps d'échange avec nos trois invités qui vont se présenter, et puis ensuite un jeu de questions-réponses avec vous si vous le souhaitez. On a 3 quarts d'heure devant nous, je pense qu'on va pouvoir avoir donc un petit peu de temps pour échanger. Donc moi je m'appelle Isabelle Andro, je suis conseillère entreprise à la Chambre de métier. Donc j'accompagne des créateurs d'entreprises qui ont des projets d'installation et aussi des entreprises, une fois qu'elles sont installées, sur du conseil, dans le cadre de projets de développement, dans le cadre de besoins d'investissement, dans le cadre de difficultés, parfois aussi. Donc c'est notre rôle à la Chambre de métier que d'accompagner les entreprises artisanales tout au long de leur parcours d'activité. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de 3 charmantes dames, Karine, Virginie et Marie. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que chacune d'elles se présente avec la première information, c'est un petit peu qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir créer votre entreprise ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que cette passion que vous aviez, vous pourriez en faire votre métier ? Quel a été le petit déclic qui a fait que vous avez passé le pas de la création d'entreprise ? Ça sera donc la première partie de cet atelier, faire de sa passion son métier. Donc je laisse la parole pour commencer à Karine, qui va nous parler de son parcours et du projet qu'elle a porté il y a quelques années déjà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Karine Guérin et je tiens une boulangerie-pâtisserie en bio à Tinténiac, entre Rennes et Saint-Malo. Cette boulangerie, je l'ai créée en 2015. C'était une reprise d'entreprise. En 2012, pardon. Et en 2015 à Tinténiac. On a commencé à Rennes. Je viens à l'origine, ma formation, c'est l'hôtellerie-restauration. Donc, rien à voir avec la boulangerie-pâtisserie. Ce qui m'a donné envie de créer mon entreprise après quelques années de travail dans l'hôtellerie-restauration. Et ensuite, j'ai bifurqué dans le commercial. Et ben, c'est ma position de femme en fait, au travail, qui était un petit peu compliquée dans les années 90, début 2000. Où je travaillais avec des grandes brigades en général. Et c'est vrai que la place de la femme n'était pas très... mise en valeur. Donc voilà, je vivais ça pas très bien. Et puis surtout, en fait, j'ai toujours eu la passion pour la boulangerie. Mon parrain est boulanger bio à l'origine. Donc j'ai toujours, depuis toute petite, mis les mains dans le pétrin, de toute façon. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai repris des études à 32 ans. Et avec donc la Chambre des métiers pour devenir boulangère et pâtissière. Voilà. Et suite à ça, j'ai travaillé un tout petit peu et je suis tombée sur une entreprise qui revendait son fonds de commerce, qui était exactement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire la boulangerie en 100% bio. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Merci Karine. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai créé Bijoux de Verre en 2018. Donc je suis perlière d'art et fileuse de verre au chalumeau. Excusez-moi. J'ai commencé par une initiation en fait au chalumeau par une perlière qui est dans le 22 et je me suis formée par la suite pour développer mon entreprise. J'ai ouvert l'entreprise pour partager et faire découvrir le filage de verre au chalumeau qui est très peu connu. On est très peu à l'utiliser et très peu à le partager et à former sur ces techniques.
Merci Virginie, on reviendra sur votre activité un peu plus tard. Donc Marie ? Bonjour, alors moi je suis mosaïste artisane. Alors comment ça m'est venu, comment j'ai décidé de me lancer dans l'activité après, pardon, excusez-moi, après avoir tâtonné la mosaïque toute seule dans mon coin, je vais faire très simple, après un moment de chômage, j'ai souhaité en fait, et puis alors surtout des encouragements par rapport à mes créations, d'intérieur et d'extérieur où je tâtonnais chez moi, je faisais des choses. On m'a dit en fait voilà qu'il était peut-être possible de regarder ça sous un angle professionnel. Donc je me suis intéressée au projet, j'ai été portée par la BGE au départ. Donc ça m'a permis d'analyser le métier en tant que tel, de voir si c'était possible. Comment m'implanter à Rennes, parce que voilà, je suis à Rennes. La concurrence, l'étude du marché, tout ça. Voilà, ça m'a amené à une formation. J'ai eu une formation de 9 mois auprès d'une mosaïste rennaise. Et voilà, donc mon parcours en mosaïque a été, en tant que professionnel, n'est pas passé d'abord par la CMA. Je suis passée au départ par Élan Créateur. J'ai passé différentes étapes à Élan. Je n'ai pas eu celui de salarié. Alors, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que dans ma pratique, je fais de la déco d'intérieur et d'extérieur, je fais de l'art funéraire et je donne aussi des cours. Je fais des ateliers, j'interviens dans les écoles, dans les structures associatives, etc. Donc voilà. Donc donc le côté Élan Créateur m'intéressait pour me décharger de tout ce qui est administratif, etc. C'est pas trop mon réseau, mon dada, on va dire. Et mais en fait, bon, voilà, j'ai un peu tâtonné, j'ai un peu galéré, c'était pas assez bon pour moi. Je suis passée ensuite par la Smart, qui est une société coopérative. Le Covid est arrivé. Et là, la mosaïque, j'avais plus de local, j'avais plus rien. Donc, ça m'a laissé le temps de réfléchir. Et j'ai décidé de franchir le pas de l'entrepreneuriat individuel, autonome, et qui me stimule en fait beaucoup plus. Je suis toute seule à me gérer. Et c'est ça c'est ça qui me permet d'avancer. En tout cas, avec le caractère que j'ai. Voilà, j'ai personne qui va faire pour moi. Donc, je suis toute seule responsable de mes choix et de l'avancement. Voilà. Merci à vous trois pour cette première présentation de vos parcours. Si on creuse un petit peu le sujet de la création d'entreprise et du fait de passer d'une passion à un métier, à en vivre de cette activité-là, quels ont été les freins que vous avez pu rencontrer lorsque vous avez décidé de faire de cette passion votre métier ? Lorsque vous avez décidé de créer cette entreprise artisanale, est-ce que le fait que vous soyez sur un métier passion qui a besoin de reconnaissance a été quelque chose de facile ou pas ? Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu par rapport à cette création d'entreprise ? Virginie ? Alors moi, ça a été assez compliqué parce que fileur de verre... Ça a été assez compliqué parce que fileur de verre, il n'y a pas de diplôme. Donc c'est que de la formation avec des artisans déjà en place et donc pas de financement. Donc je me suis lancée pour obtenir des financements pour pouvoir me former. Donc depuis 2018, je me forme tous les ans régulièrement grâce à des financements parce que je me suis lancée. Sinon, je n'aurais pas pu évoluer dans mes pratiques ni dans les techniques. Effectivement, la Virginie fait référence aux formations qui existent une fois qu'on est installé, qu'on a le statut d'artisan. Effectivement, une fois que vous avez créé votre entreprise, vous, en tant qu'artisan d'art, pour ce qui vous concerne Virginie, vous cotisez un fonds de formation. Et c'est grâce à ce fonds de formation que vous allez pouvoir vous former dans votre métier, acquérir des compétences. Qui ne sont pas forcément des formations accessibles quand on n'est pas à son compte, en fait. Et surtout quand il n'y a pas de
de formation métier sur ce que l'on veut faire. Karine, est-ce que vous avez en tête aussi des freins ou des éléments qui vous ont aidé sur la création de l'entreprise au démarrage ? Alors moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu tellement le frein en fait. J'ai eu les seuls freins que j'ai pu avoir, c'est la banque, parce qu'une boulangerie, ça coûte une blinde. Donc tout ce qui est matériel, tout ça, c'est un gros investissement. Il y a le fonds de commerce à acheter, mais il y a aussi tout le matériel. Alors, je reprenais une entreprise, donc il y avait quand même du matériel, mais c'était du matériel très très vieux. J'avais besoin pour me développer d'autres matériels. Voilà, donc c'était forcément dans le prévisionnel. La première banque a refusé parce que quand je reprenais donc l'entreprise, le four était très vieux, mais il marchait. Mais il était très vieux, donc la banque a eu peur. Et un four, faut savoir que ça coûte entre 50 et 60 000 euros. Donc tout de suite, c'est un gros investissement. Et là, n'ayant pas forcément plus d'expérience que ça derrière moi, j'étais un peu novice dans le métier, je pense qu'il y avait ça aussi qui pesait dans la balance. Malgré un dossier en béton et une volonté de faire, voilà, le banquier, lui, il regarde les chiffres et des fois, il ne regarde pas autre chose. La deuxième banque qui m'a accueillie, ça a été totalement l'inverse. Alors là, ils étaient fans totalement. Et eux, ils ont trouvé le projet super. Et au contraire, vraiment, ils m'ont accueilli avec les bras ouverts et m'ont beaucoup soutenu. Et ils me soutiennent toujours encore, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je suis tombée sur un banquier qui, lui, a vu différemment, en fait, le projet. Et qui l'a vu plutôt novateur par rapport au projet que j'avais. Et qu'est-ce qu'il a de novateur ? En fait, donc je suis en 100% bio. En général, c'est vrai que ceux qui sont en boulangerie bio sont plutôt les paysans boulangers. Et là, donc mon projet à moi, c'était vraiment de monter une boulangerie classique, en fait, mais en 100% bio, et de faire de la viennoiserie, de la pâtisserie, ce que les autres ne font pas en général. Maintenant, ils y sont un petit peu arrivés, mais c'est vrai qu'il y a 12 ans, ça ne se faisait pas du tout en bio, en fait. Et donc, moi, je voulais vraiment tout faire en 100% bio. J'avais de la chance quand même, c'est qu'à cette époque-là, le bio était en pleine effervescence. Et ça a quand même bien pesé dans la balance. Donc, ça faisait partie vraiment des niches, entre parenthèses, qui pouvaient vraiment évoluer rapidement. Donc, voilà. Donc, merci le banquier, quand même. Donc, mettre en avant, en fait, la spécificité du projet, la passion, le fait que vous allez apporter quelque chose de différent de ce qu'on trouve déjà sur le marché. C'est un pari qu'il faut faire rencontrer à un banquier qui va avoir cette écoute-là et cette vision-là. Quand on se lance sur un métier passion, on n'est pas forcément sur un modèle économique standard, classique. Et effectivement, le deal, c'est de trouver les bons partenaires qui vont comprendre votre vision des choses, la façon dont vous souhaitez proposer vos produits ou vos services. Sur la question du local, Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si ça a été difficile pour vous ou pas de trouver un local et comment vous fonctionnez, où vous êtes Alors oui, ça fait partie des freins. Trouver un local, il faut pouvoir le payer. Et pour pouvoir le payer, il faut pouvoir déjà bien développer son activité. Donc j'ai eu la chance au départ d'avoir un espace suffisamment grand chez moi pour pouvoir avoir une grande table, ma table d'architecte, entreposer toute la mosaïque, parce que c'est quand même pas mal de matériel et de matériaux. La maison a eu sa fin, donc je sais pas comment dire, il faut chercher, il faut être à Rennes, c'est assez cher, il n'y a pas beaucoup de place. Là, moi j'ai eu une opportunité, j'ai répondu à un appel à candidature pour intégrer des espaces et j'ai été retenue.
Là, j'attends une réponse. Ils sont en train de délibérer pour un autre espace plus intéressant. Maintenant, je vais pouvoir commencer à assurer un loyer. Donc voilà, c'est ça. Il faut commencer soit à faire un emprunt à la banque, mais c'était pas dans mes c'était pas dans mes idées à ce moment-là. Donc, il faut être en réseau, il faut être en lien avec, je sais pas, faut être super alerte, quoi. Les places sont chères et dans tous les sens du terme. Donc comme c'est rare, c'est cher, hein, vous connaissez le... Moi je voulais aussi rajouter que quand même dans les freins, moi j'ai pu rencontrer, c'est comme je fais pas de la création individuelle, je fais pas de lobby, je fais de la mosaïque d'intérieur et d'extérieur et de la mosaïque funéraire, c'est d'avoir des partenaires, des artisans, d'autres artisans de soi. Et ça se fait pas tout seul en un clin d'œil, quoi. Et ça demande une démarche, d'aller les chercher, de se présenter, même quand on n'a pas fait encore grand-chose. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi quand on commence l'activité. Ça veut dire que sur des projets comme ce qu'on voit à l'écran, là, de décoration d'intérieur, pour avoir un marché ou un chantier, il faut que vous soyez en partenariat avec... l'artisan qui va faire le mur, qui va aménager la salle de bain ou pas obligatoirement? D'accord. Avoir des partenaires, je les appelle comme ça, avoir des partenaires, ça permet de parler des uns et des autres à des clients potentiels, ça permet aussi de nourrir des projets, d'inventer de nouvelles propositions, en fait, de nouvelles prestations, parce que ce sont des prestations. Ça permet. Moi, j'ai choisi je pouvais faire un CAP carreleur mosaïste, et j'ai choisi de pas le faire pour une question de la décennale qui suit derrière, avoir une assurance. Et j'ai préféré me dire que j'allais travailler en fait avec d'autres artisans, parce que on peut développer les réseaux des uns et des autres. J'aime mon travail solitaire, mais j'aime aussi partager mon travail avec d'autres. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages. S'installer à son compte dans un métier passion, c'est effectivement se lancer sur une activité que l'on aime. C'est avant tout aussi créer une entreprise, c'est devenir chef d'entreprise. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage au statut de chef d'entreprise où du jour au lendemain on devient... une femme à tout faire, sur toutes les fonctions nécessaires à l'entreprise, la production, l'organisation, la commercialisation, etc. Et la gestion de personnel aussi, pour ce qui vous concerne, Karine, puisque vous avez quelques salariés. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez appris ce métier de chef d'entreprise, comment vous y êtes mise? Est-ce que vous êtes formée? Est-ce que vous aviez déjà des expériences en management avant ou pas? Alors oui, effectivement, j'avais une petite expérience en management. Dans mon parcours, je suis allée travailler 6 ans en Angleterre. Et là-bas, je travaillais dans une boulangerie-pâtisserie française. Et donc, je manageais l'équipe de vente. Voilà. Donc, ça m'a amené quand même cette petite expérience. Après, manager une équipe n'est pas forcément la même chose que manager son équipe en tant que chef d'entreprise. Parce que oui, effectivement, chef d'entreprise, c'est multitâche. Il faut être partout à la fois. Au départ, quand j'ai commencé, j'étais seule en 2012. L'année d'après, j'ai pris un apprenti. La troisième année, un deuxième apprenti. Et la 4e année, là, j'ai embauché. Et donc, j'ai embauché un salarié et il restait un apprenti. Voilà, et ça a commencé comme ça, crescendo en fait, hein. Ce qui est pas plus mal, hein, quand ça se fait en douceur comme ça, où on commence à gérer une personne, 2 personnes, 3 personnes. Donc j'ai géré jusqu'à 9 salariés. On est redescendu à 6. Voilà, le Covid aidant. Mais c'est chouette, en même temps c'est dur, faut pas se le cacher. Il y a des moments qui sont pas faciles parce que plus on gère un nombre important de salariés, plus
c'est la porte ouverte à des difficultés aussi. Il faut, je dirais que le métier le plus difficile, en fait, c'est de gérer les gens. C'est pas forcément gérer l'entreprise. L'entreprise, après, oui, voilà, ça demande des compétences, mais c'est pas le plus difficile. C'est vraiment la gestion des gens, parce que sans les maillons de la chaîne, l'entreprise n'est rien. Et donc, il faut toujours se dépasser en tant que chef d'entreprise pour que ça se passe bien, en fait. Pour que vos employés soient contents de venir au travail, se sentent bien, qu'il y ait du bien-être dans l'entreprise. Ça compte énormément, surtout aujourd'hui, de plus en plus. Voilà. Moi, j'avais commencé déjà dès le départ, en fait. Ayant aussi eu des expériences malheureuses en tant qu'employé, où je trouvais que c'était dur, en fait, certaines fois, qu'on n'était pas forcément bien mené. Voilà, et j'avais pas envie de ça dans mon entreprise. Moi, je voulais transmettre vraiment le bien-être en entreprise, c'est-à-dire vraiment une équipe soudée où tout le monde est dans le même bateau et que je sois pas la seule à diriger, c'est-à-dire même si je suis celle qui prend les décisions les plus importantes, j'avais envie quand même qu'ils fassent partie des décisions à prendre. Donc, le plus possible, j'ai toujours emmener les employés avec moi là-dessus et partager les décisions, en fait. Voilà. Après, être chef d'entreprise, oui, ce qui peut être difficile, c'est la gestion au quotidien. Voilà, c'est ça qui peut... Il y a des hauts et des bas. Faut être fort, quand même. Si on n'est pas fort, c'est plus difficile. Il faut avoir un caractère bien trempé. Faut vraiment avoir la niaque, quoi. Si la niaque s'en va, c'est compliqué. Donc il faut toujours... on peut tomber, mais il faut toujours trouver des solutions pour se relever. Il faut toujours se dire que, si cette situation est difficile, de toute façon, on a quelque chose à apprendre de ça. Ça veut dire que on a été défaillant quelque part, mais c'est pas grave. On va rattraper ça, on va apprendre de façon à ne plus refaire la même erreur et à le faire différemment et rester positif. Voilà. Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est tout le temps rester positif, quoi. Donc voilà. Mais il faut, c'est possible. Voilà. Merci Karine pour ce témoignage. Donc vous nous avez parlé beaucoup de l'organisation interne avec l'équipe. Vis-à-vis de la clientèle, quand on fait notamment un métier d'artisanat d'art comme le vôtre, comment on fait pour valoriser son métier, pour vendre son métier à un prix qui permette de se rémunérer tout en étant confronté parfois à un marché où on trouve... des objets qui semblent similaires à des prix défiant toute concurrence. Comment on fait pour se reconnaître, pour se faire connaître, pour faire reconnaître son travail d'artisan d'art? Vous avez des recettes, des conseils là-dessus? Alors moi, je me déplace avec mon chalumeau. Comme ça, au moins, les gens y voient comment je travaille et j'ai pas besoin d'expliquer les choses. Après, le prix d'un artisan ou artisan d'art, c'est celui qui l'estime et quelquefois, c'est pas le bon. Donc, soit on n'est pas assez cher, soit on est trop cher, suivant les gens qu'on a en face de nous. Et le pas assez cher, on vend pas. Donc, il faut pas ne pas être assez cher. Parce qu'on est des artisans, on se forme et on a un savoir-faire qu'on veut transmettre. Et si on met pas le bon prix, on vend pas. Et c'est du travail. Et des années de travail. Marie, vous avez aussi, par rapport aux prestations que vous proposez dans l'art funéraire ou la déco, vous avez fait comment pour fixer vos prix aussi? Alors pour fixer mes prix, ça a été un peu difficile au départ. Évidemment, je me suis loupée. Après, il suffit de faire des calculs déjà, pour voir ce que ça rend au final, parce qu'il y a tout ce qu'on doit payer à côté, il y a tout le temps passé. Voilà, donc ça c'est vraiment à prendre en compte, c'est pas oublier.
La même chose, moi j'ai du matériel, j'achète des émaux, j'achète du mortier, donc voilà, plein de choses pour la mosaïque. Et ça, c'est quelque chose que j'intégrais mal dans mes devis au départ. Et puis, ce que j'appelle la concurrence, mais qui n'est pas toujours une concurrence, qui peuvent être aussi des collègues de travail, sont pas toujours friands, en tout cas dans mon domaine, pour partager leur prix. Donc, ce que je suis allée faire, c'est que je suis allée tapoter un peu plus loin dans les régions à côté. Et là, la parole était plus libre. Donc, j'ai pu avoir des retours de prix. Et j'ai déjà regardé aussi même comment des artisans tout court, pas obligatoirement des artisans d'art, mais des artisans tout court se faisaient rémunérer combien la journée. Donc voilà, ça m'a permis d'établir un minimum que je lâche pas, et je vois qu'en ne le lâchant pas, pardon, je fais couper le micro, en le lâchant pas, comme tu disais, il y a aussi une reconnaissance de notre travail et qui permet en fait de mieux vivre. Et je voulais ajouter autre chose, et c'est aussi dans la transmission de savoir-faire. C'est en discutant avec d'autres artisans d'art et artistes qui m'ont dit: non mais Marie, ça fait des années que tu fais ça, t'as vu ton prix, peut-être falloir que tu augmentes un petit peu quand même, hein. Et puis il y a cette idée de pas, comme elle disait, de pas être en dessous, de pas être au-dessus non plus, donc trouver l'équilibre, parce qu'il faut pas. L'idée n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, et il faut pas casser le marché. Moi, ça, j'ai vu des amateurs sur des marchés vendre des créations, et ça me faisait mal en fait, parce que je me dis mais combien d'heures ils ont passé à faire ça, et ils vendent ça à tel prix, mais ça rapporte rien, et en fait ça casse nos prix à nous aussi à côté. Donc voilà, un regard sur mon travail et sur le temps, et chronométrer. Je chronomètre le temps que je passe, parce que la mosaïque c'est un travail hyper lent. Et je me suis chronométrée au fil des créations, et puis j'ai pu me dire ah bah non, bah là c'était pas bon. Et puis quand des fois c'est un peu trop cher, je vais faire un prix, mais c'est rare. Voilà, après c'est dans l'échange avec le client aussi, et voilà. C'est tout. Merci beaucoup Marie. Donc effectivement, lorsqu'on s'installe sur un métier dit métier de passion, la difficulté c'est de pouvoir vendre au juste prix qui va vous permettre de rentabiliser votre activité quand même, donc de bien prendre en compte toute la matière que vous allez utiliser, toutes les dépenses que vous allez avoir, et aussi mettre en avant la valeur de la qualité du travail que vous proposez, et ne pas hésiter, comme le disait Virginie, à faire de la démonstration, à montrer que c'est un réel travail artisanal que l'on propose, et que c'est le résultat d'un travail d'une qualité et qui mérite d'être valorisé, effectivement. De vouloir absolument se mettre sur des prix de marché qui vont être beaucoup plus bas que ce que vaut réellement son travail, ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que ça ne va pas refléter la qualité artisanale de votre travail, et ça va donner plutôt une mauvaise image en fait de ce que vous allez faire. Ne pas hésiter à proposer des produits à un prix qui va mettre en avant la valeur des produits ou des services que vous allez proposer dans le cadre de vos projets. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ensuite, par rapport au réseau, donc vous avez parlé de réseau avec d'autres artisans. Est-ce que vous êtes sur des réseaux avec des partenariats? Est-ce que vous participez à des salons, des événements dans le cadre de vos activités, ou est-ce que vous êtes plutôt dans votre boutique, dans votre atelier à travailler? Comment est-ce que vous gérez toute la commercialisation et toute la nécessité de vous faire connaître par rapport à votre activité? Quelqu'un veut... Les réseaux sociaux.
ça marche bien. Ça marche bien. En même temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est pas facile en fait de communiquer sur son travail. Je pense que la réputation y fait beaucoup. De bouche à oreille. Voilà. Après, je fais partie d'un réseau à la Chambre des métiers aussi, mais qui s'appelle Fier d'être artisan. Donc voilà, ça c'est bien aussi. Ça permet de se booster entre chefs d'entreprise. Je fais partie aussi d'un collectif de dirigeants c'est très important de se faire aider, enfin, en tout cas de pas être seul. Voilà, ça c'est hyper important quand vous êtes chef d'entreprise. Enfin, entourez-vous de gens comme ça. Et de fil en aiguille, oui. Après, c'est la réputation, hein, je pense, qui fait le bouche à oreille, même si on communique sur les réseaux sociaux. Via des flyers aussi de temps en temps, dans les boîtes aux lettres, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est évident. Virginie, Marie, au niveau de la commercialisation de vos produits, ça se passe comment? C'est sur le net, c'est à l'atelier, c'est dans des marchés de créateurs? Comment est-ce que vous faites pour commercialiser vos produits? Alors moi, c'est les salons qui font que les clients viennent vers moi et après, c'est Internet. Donc je les capte au salon quand je fais des démonstrations et après, ils viennent directement vers moi, je ne vais plus les chercher. Alors moi, c'est pas les salons, sauf que j'ai fait cette année la Foire Expo grâce à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les retombées, elles ne sont pas encore pour l'instant. Je ne les ai pas vues encore, mais comme c'est un métier, ce sont des prestations qui demandent peut-être un temps de réflexion, parce que c'est quand même cher. Donc non, c'est les réseaux sociaux aussi, mais je suis d'accord, ça marche pas. C'est pas la panacée non plus. Ça fait son effet, ça fait connaître, mais il faut une assiduité. Il faut une assiduité, puis en fonction du réseau social, entre Facebook, Insta, LinkedIn, il faut jongler de l'un à l'autre. On ne dit pas la même chose ici, on ne cherche pas la même chose là. Donc ça demande quand même du temps. Donc ça fait partie aussi de l'organisation de l'entreprise, tous ces temps-là. Bon, moi je l'ai fait surtout le soir, mais donc voilà. Après, pour ma part, c'est carte de visite dans la poche, dans le sac en permanence. C'est des plaquettes, parce que pour l'art funéraire, c'est pas quelque chose de commun. Donc, je mets chez les fleuristes à l'occasion. Je vais pas me déplacer spécialement. Je l'ai fait à une époque, ça, pour d'autres choses. Là, je prends plus. Ou peut-être une fois dans l'année, je me dis, allez, aujourd'hui, c'est bon, je vais mettre mes petites plaquettes partout, mais. Donc le bouche à oreille est très fort pour ça. Et puis les gens qui me font confiance maintenant et qui parlent de moi, comme à la coopérative funéraire par exemple, qui est à Rennes. Et puis le lien que j'ai avec les autres artisans qui peuvent. Et puis voilà, mon réseau personnel. Et pour les écoles ou les associations, bon maintenant ça c'est quelque chose qui roule à peu près tout seul, ça fait des années. Donc je suis... Et puis j'envoie, oui, pour les écoles par exemple, j'appelle ça des missives tous les ans, j'envoie des courriers que je remanie un peu avec des portfolios, etc. pour dire ce que je peux proposer. Et j'envoie à toutes les écoles. Donc ça a pris du temps aussi au départ, parce que c'est pas, on nous donne pas directement la liste des emails. Il faut aller les chercher, toutes les écoles autour de Rennes et au-delà de Rennes. Donc voilà, c'est en gros comme ça que je me fais connaître. Très bien, donc effectivement, beaucoup l'importance du réseau, du bouche à oreille pour pouvoir développer l'activité. Je vous poserai bien une question, peut-être un peu incisive, mais est-ce qu'on vit de son métier quand on travaille de sa passion? Est-ce qu'on gagne bien sa vie? Virginie, vous souriez. Tout est relatif, ça dépend ce qu'on attend de bien gagner sa vie ou d'avoir un confort de vie. C'est pas pareil. Ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut être fortuné, non, on n'est pas artisan. Voilà. Ça dépend. C'est de l'artisanat qui... Ouais, pas moi. Voilà. Il y a quand même des artisans où les gens sont fortunés. Mais
Alors, moi, c'est compliqué. Donc, j'ai créé mon entreprise en 2012. L'entreprise a eu une forte croissance à partir de 2015 jusqu'à 2020. Donc, en fait, j'ai toujours privilégié d'abord de bien payer mes salariés avant moi-même. Et c'est sans doute une erreur que j'apprends là, maintenant, au bout de 12 ans. Mais en même temps, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. C'est-à-dire que j'avais à cœur de développer mon entreprise et voilà, j'avais choisi cette solution-là. Et là, depuis 2020, c'est compliqué. On a eu le Covid. Nous, pour les boulangeries, c'est très compliqué, les petits commerces en fait. On en prend plein la tronche. Voilà. On a une baisse de fréquentation quand même qui est signifiée. Merci. Et donc voilà. Donc là, j'arrive toujours pas à me payer correctement. Donc voilà. Donc là, je travaille sur comment y arriver en fait. Donc voilà. Donc c'est pas un bon exemple. C'est une entreprise qui est quand même en place depuis 11-12 ans, mais qui mais le salarié, rassurez-vous, eux gagnent correctement, mais pas moi. Donc c'est pas très encourageant tout ça. Mais voilà, j'ai sans doute fait des erreurs, donc je travaille là-dessus. Alors, je répondrai comme toi. Ça dépend ce qu'on souhaite de sa vie, de son confort de vie. Moi, j'ai tendance à essayer, en étant entrepreneur salarié, ça, c'était vraiment un avantage. Le côté entrepreneur salarié, ça permettait un fixe mensuel en fonction des projections, en fonction de ce qui rentrait et des projections que je pouvais avoir. Donc j'ai gardé cette idée-là. C'est pas toujours facile à maintenir parce que j'ai des mois où c'est super. Vraiment c'est super. On me dit waouh. Mais le mois qui suit, j'ai peut-être rien. Donc j'essaie de lisser et en lissant, ça fait quelque chose. Voilà, je suis pas riche, mais j'arrive à payer mes factures et y croire parce que je vois que ça évolue bien. Et puis après, la crise est là aussi, donc je ne sais pas si mes prestations vont toujours être prioritaires dans les projets de vie des gens. Mais voilà, c'est correct. C'est pas grandiose, mais c'est correct. Merci de vos réponses franches. Effectivement, ce qu'on gagne, c'est aussi en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé et du sortir de son confort, faire prendre le risque de peut-être moins gagner que dans un métier plus classique, traditionnel, mais vivre de sa passion. C'est quand même, je pense, un enrichissement autre que financier. Il faut effectivement avoir conscience que l'enrichissement, il est d'abord manuel, intellectuel, bien-être, avant peut-être l'enrichissement financier. Une dernière question, et après je vous laisse poser quelques questions si vous souhaitez. Pour finir sur une note positive, quelles sont les satisfactions que vous tirez aujourd'hui de votre parcours, du fait d'avoir vraiment fait le pas de sauter le pas de vous mettre à votre compte? Voilà, si je vous disais quel est le point le plus positif, la plus grande satisfaction de vous tirer de votre parcours jusque-là, des projets que vous avez pour vos entreprises, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dire un seul élément de satisfaction serait limité, celui qui vient en priorité. Non, il n'y a pas de priorité. J'ai envie de dire, il n'y a pas de priorité. C'est comme la mosaïque, tout ça, c'est harmonieux. En tout cas, il y a le plaisir de faire plaisir quand je crée quelque chose et que ça répond, que ça touche. Ça c'est fort en fait. Je me dis ça y est, j'ai entendu et c'est comme ça que c'était désiré et ça marche. Parce qu'en fait, je mets ma créativité, mon savoir-faire et ma technicité à disposition des autres. En fait, je fais plus pour moi, je fais pour les autres avec ce qu'ils vont me demander en écoutant. Et donc, je vais ajuster. Donc ça, c'est chouette. C'est le côté un peu social et psy je
Je crois que j'aurais bien aimé être psy en fait, mais c'est trop compliqué. La charge est trop compliquée pour moi. Donc par ce biais-là, je trouve que c'est chouette. Et donc de partager mon plaisir, ça c'est une satisfaction qui est permanente, qu'il soit avec des petits ou des grands, quand c'est des ateliers. Et ce que j'aime, c'est voir l'assurance qui a grandi en moi en me lançant toute seule. Et de voir que l'inventivité est toujours là et que le cerveau il est tout le temps en ébullition. Des fois, j'aimerais même qu'il se calme, mais ce serait chouette, mais c'est agréable en fait. Voilà, donc voilà, c'est la dimension humaine de mon travail qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Voilà. Alors moi, j'en citerai deux. Il y en a une, d'ailleurs, j'ai une de mes collections qui s'appelle Manon. C'est une jeune stagiaire que j'ai eue il y a 2 ans dans mon atelier qui était complètement perdue et qui là actuellement est encore en formation à Nancy sur le verre. Donc elle se forme sur toutes les techniques possibles et elle évolue vachement bien et elle me tient au courant de tout ce qu'elle fait et bientôt, dans ma future boutique, j'exposerai son travail. Comme tu dis, la transmission, en fait, c'est hyper important. C'est ce qui nous booste. Effectivement, moi, j'ai eu quelques apprentis qui ont commencé en tant que stagiaires et qui sont devenus apprentis et ensuite employés. Donc, il y a vraiment une continuité dans cette transmission. Ça nous booste parce que quelque part, c'est une réussite. On se dit, on a réussi à transmettre notre passion à ces jeunes-là. Et même moins jeunes, parce que j'en ai eu des moins jeunes. Et la dimension humaine, oui, ça c'est clair, c'est ce qui nous porte. Sans les employés, on n'est rien. Et c'est vrai que l'esprit d'équipe est toujours maintenir cette harmonie en fait dans l'équipe. C'est chouette, quoi. Et donc voilà, ça c'est. Et puis la qualité du produit, bien sûr. Quand on fait un produit de qualité et beau et bon et qu'on voit la récompense, c'est quand on voit les yeux des clients ou les compliments qu'on a en retour, on se dit je me suis pas donné du mal pour rien et c'est le plus important en fait. Ouais, c'est clair. Merci Karine. Alors sur une des photos là, on vous voit avec les animateurs de l'émission. C'est quoi, la meilleure boulangerie? D'accord. Vous avez été choisi, primé? Expliquez-nous. Donc oui, on a été choisi pour participer à ce concours. On faisait partie des premières boulangeries bio, donc c'était en 2016, donc ça commence à dater. Donc on était choisis parmi les premières boulangeries bio. Donc ils étaient un peu perdus, les deux Parisiens là. Quand ils sont arrivés, en plus on est très atypique. La devanture de la boutique, ça ressemble pas vraiment à une boulangerie. Enfin bon, c'est un peu, ils nous ont pris pour des beatniks. Donc voilà. Malgré tout, c'est une chouette expérience en fait pour la cohésion dans l'équipe et la fierté des salariés de faire partie de cette aventure. Je vous avoue que moi j'y allais avec la boule au ventre et c'est eux qui m'ont poussé à le faire. Quand je leur ai annoncé ça, déjà j'ai cru que c'était une blague au départ, franchement. Et en fait, non, ça s'est bien passé. Bon, voilà, on a fait un épisode, et après on a été recalés. Mais c'est pas grave, parce que c'était une sacrée expérience. C'est toute une journée de tournage, on était rincés à la fin de la journée, on n'en pouvait plus. C'est une pression énorme. Quand t'as 15 personnes qui arrivent avec les caméras. Et eux, ils sont venus une demi-heure, quoi. Enfin, voilà. C'est un truc de dingue. Ils nous ont filmé toute la journée. On avait des défis, des choses comme ça à faire. Et donc voilà, c'était une chouette expérience. Voilà. À refaire, je ne sais pas. Mais voilà. Bon. Si vous voulez des petits commentaires sur les deux animateurs, on se verra en privé après. Merci beaucoup à vous, Karine, Virginie et Marie, de vos témoignages. Je vous propose de terminer juste sur 2-3 petites diapos de conseils par rapport à ces projets que vous pouvez avoir de vouloir vous lancer dans un
dans l'aventure de l'entrepreneuriat à partir d'une passion qui vous porte. Effectivement, ne pas sous-estimer le niveau technique requis quand on crée une entreprise basée sur un savoir-faire artisanal. Et il faut effectivement ne pas hésiter à se former sur le métier, sur la technique, à se former également sur le métier de chef d'entreprise. Et bien avoir en tête que s'installer dans un métier passion, c'est d'abord créer une entreprise, avec tout ce que ça va impliquer en matière de savoir, de connaissances sur la gestion, sur le commercial, sur le juridique, sur tout ce qui va faire que l'entreprise va fonctionner. Autre conseil également, et on l'a dit, c'est pas forcément facile, on n'en vit pas forcément toujours de ce projet de passion. Et aussi, pour pouvoir porter un projet d'installation dans un métier passion, il faut oser. Il faut oser sortir de sa zone de confort, il faut oser prendre des risques. Il faut oser sortir de son petit confort de salarié où on a un salaire qui tombe tous les mois. Et où là, on va peut-être prendre le risque d'avoir des revenus qui ne vont pas être garantis chaque mois, qui ne vont pas être toujours à la hauteur de ce qu'on aura attendu. Mais en tout cas, Karine ? Justement, quand on dit oser, ce qu'on n'a pas parlé en fait ici, et ce qui est important pour moi, je pense, les filles, je pense que vous me suivrez là-dessus, c'est il faut quand même avoir un sacré grain de folie et d'inconscience. Faut quand même l'avoir. Si on n'a pas ça, je pense que si on n'est pas un peu de frappadingue, franchement, ça marche pas, quoi. Donc il faut y être, parce que combien de fois on m'a dit mais non, mais ça va pas, non, ça tu peux pas faire, machin. Mais bon, voilà. Faut croire en soi, c'est énorme. Faut vraiment croire en soi, ça c'est le plus important. Ouais. Merci Karine, effectivement. Hop, pardon, c'est allé un peu plus rapide. Travaillez effectivement sur la question de vos prix, de vos marges, de la façon dont vous allez pouvoir, le prix auquel vous allez pouvoir vendre votre produit ou votre service. Ne pas négliger le réseau avec d'autres artisans, le réseau, les réseaux sociaux pour se faire connaître, la communication, etc. C'est essentiellement par la connaissance et la communication sur ce que vous faites que vous allez pouvoir développer votre activité. Et dernier conseil, surtout, restez fidèle à vos valeurs. Si vous vous installez dans un métier passion, restez fidèle à vos valeurs, parce que c'est surtout parce que vous êtes passionné qu'on va venir vers vous. C'est surtout parce que vous serez en mesure de faire passer cette passion auprès des potentiels clients que vous allez pouvoir développer l'activité, vous allez pouvoir vous faire connaître. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous propose... On a atteint l'heure, mais comme on est le dernier atelier, qu'il n'y a personne derrière, on peut se permettre quelques minutes de plus. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, le micro est dispo. Félicitations pour vos parcours respectifs. J'ai deux questions. En termes de structure juridique, est-ce que vous pouvez expliquer, nous dire quel statut vous avez choisi? Et pour la retraite, comment vous cotisez ou comment vous faites? Merci. Très important. Très important, il ne faut pas oublier, parce qu'en tant qu'artisan, en tant que chef d'entreprise, en fait, en général, le statut juridique, il est important. Donc il faut s'épauler d'un bon comptable qui peut vous aider donc de ce côté juridique, en tout cas, qui peut bien vous conseiller. Ça, c'est important. Se faire entourer. Donc après, il y a plein à la CMA. Là, il ne faut pas hésiter. Il y a tout ce qu'il faut. C'est gratuit.
Il y a vraiment des gens compétents qui sont là pour vous aider justement à choisir tout ça. Pas forcément avec le comptable, mais qui peuvent vous aiguiller et ils sont là pour ça, quoi, pour vraiment aider à la création de l'entreprise de A à Z. Ça, c'est hyper important. Moi, je me suis fait épauler par la CMA. J'ai toujours été à côté de la CMA d'ailleurs pour plein d'ateliers, parce que c'est plein de formations et c'est super bien fait. Reformation de gestion, parce que des fois on s'aperçoit que ça c'est pas toujours nickel. Donc je suis retournée en petite formation de gestion. Ça remet les idées au clair. Puis il y a des choses nouvelles aussi qui arrivent dans le juridique. Il y a plein de choses comme ça. Et la deuxième question, c'était la retraite. Ouais. Alors la retraite, c'est important parce que nous, on cotise très peu en fait pour la retraite. Donc si on ne se constitue pas une épargne, on n'aura rien. Donc, mais rien du tout. Enfin, c'est que dalle. C'est vraiment, c'est misère hein, pour les chefs d'entreprise. Donc du coup, il est important d'épargner pour ça. Ouais, il n'y a pas le choix en fait. Donc il y a plein de choses qui existent. Après, c'est pareil. Donc là, il faut aller se faire conseiller plutôt du côté financier, soit par sa banque ou son assureur. Et voilà. Et eux, ils ont tout ce qu'il faut en général. Virginie, quel statut? Alors, moi, je suis SARL. Moi, je suis en micro jusqu'à décembre. Ah, il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles. Et je passerai en entreprise individuelle à partir de janvier, puisque je prends un commerce à partir de janvier. On est à la fin de la journée. On va être obligé de parler fort, il n'y a plus de piles dans le micro. Mais les statuts, les comptables, ils aident bien, la CMA aussi, puisqu'on a toutes les réponses qu'on a besoin. La formation d'installation est hyper importante pour plein de choses. Et après, tout le long, on est conseillé à la CMA. Quoi. Marie, c'est micro aussi? Oui, c'est micro et voilà, je regarde l'évolution et ça passera en entreprise individuelle. Classique. Ouais, classique ou IRR. Ouais, mais voilà, hein, pour la retraite, c'est comme elle dit. Il faut anticiper. En fait, le statut de la micro, c'est un statut qui est assez simple. Quand on veut démarrer, c'est un statut qui est assez facile pour tester un marché, à condition de ne pas avoir trop d'investissement à faire au départ, de ne pas avoir trop de charges de fonctionnement, parce que la micro, on déduit pas ses charges, hein, donc effectivement c'est important. Et effectivement, vous cotisez à la retraite dès lors que vous êtes installé, mais comme le calcul en gros de la retraite, il est fait en fonction de ce que vous avez gagné, c'est sûr que si vous gagnez peu avec votre entreprise, vous cotisez peu. Il y aura peu de retraite au bout. Mais vous cotisez malgré tout, quand même. Une autre question? Non? Eh bien, merci beaucoup de votre écoute. Merci.